Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine, et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison, et que tout est juste, en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies, et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mères pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Serendipity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Depuis que j'ai créé ce podcast, j'ai la chance immense de faire des rencontres merveilleuses qui marquent ma vie de femme, et Lionel en fait partie. Quand elle et son chéri décident de se lancer dans la magnifique aventure de la parentalité, Lionel tombe enceinte assez vite. Malheureusement, il découvre quelques semaines plus tard que c'est une grossesse extra-utérine qui nécessite une opération d'urgence. À son réveil, Lionel apprend qu'elle n'a plus qu'une trompe. 3 ans plus tard, lors d'un contrôle suite à des douleurs pelviennes, elle apprend qu'elle est de nouveau enceinte, mais découvre en même temps qu'il s'agit d'une seconde grossesse extra-utérine qui lui coûtera sa 2e trompe. Commence alors le long et difficile chemin d'acceptation de la PMA. Après 2 FIV infructueuses et une lourde charge financière, il se tourne vers l'Espagne pour tenter une 3e FIV. Mais son corps ne réagit pas à ce nouveau protocole et ses cycles en sont complètement perturbés. Son parcours prend alors un nouveau tournant, et elle décide dorénavant d'aborder la PMA différemment, avec une approche plus naturelle, pour se reconnecter à son corps. Ce parcours l'a poussée dans ses retranchements, mais lui a aussi donné envie de se former au fertility yoga et à la méthode de Gasquet. Elle vient d'ailleurs de créer son activité, Berceau féminin, pour accompagner les femmes avant, pendant et après leur grossesse, grâce au yoga. Je vous laisse découvrir l'histoire de cette femme dotée d'une détermination sans faille face aux épreuves de la vie. Bonjour Lionel, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast. Bonjour Mélanie, merci pour ton accueil. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Lionel, j'habite en Suisse, à Nyon, et je suis en parcours PMA depuis 2018, à la suite de 2 grossesses extra-utérines, des grossesses naturelles. J'ai eu la chance de vivre ces moments-là. Donc voilà, je me suis retrouvée sur le chemin de la PMA à partir de ma 2e grossesse extra-utérine que j'ai fait en 2017. Ok, écoute, tu vas nous raconter tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment est né ton désir d'enfant? Est-ce que tu t'es toujours projetée en tant que maman ou c'est arrivé un petit peu plus tard? Alors c'est vrai que non, mon désir d'enfant, je crois que je l'ai depuis enfant. J'ai toujours joué à la poupée. Je suis une fille, la fille aînée de ma famille. Donc du coup, j'ai une petite sœur de 7 ans d'écart. Donc j'attendais vraiment sa venue. Donc je me suis toujours bien occupée d'elle et donc je me sentais déjà dans cette fibre en fait maternelle. Donc, pour moi, c'était une évidence, en fait, comme on nous l'inscrit finalement, comme on nous l'explique quand on est enfant, qu'on va grandir, devenir une femme, et puis qu'on va devenir une maman, des choses aussi évidentes. Donc, pour moi, c'était aussi évident. Simplement, ça se passe pas forcément comme on nous le raconte. Ça, c'est sûr. Et du coup, tu as rencontré ton chéri quand? Alors, ça fait 19 ans que je suis avec lui. Waouh, félicitations! C'est une grande histoire. Donc c'est un long chemin qu'on parcourt ensemble, comme tout couple, hein, des hauts et des bas. Et
voilà, enfin, le désir d'enfant a toujours été là. Après, ben, la vie fait qu'il y a des moments pour et d'autres moins. C'est vrai que ben, quand on s'est rencontrés, ben, je prenais la pilule et puis un beau jour, je me suis dit, mais en fait, enfin, intimement, je me suis dit, je pense que c'est pas très bon en fait de prendre la pilule. En plus que j'avais pas beaucoup de rigueur par rapport à ça. Ouais. Je la prenais un petit peu n'importe comment, etc. J'ai jamais eu peur d'avoir des grossesses en fait. C'était pas une peur. Donc d'où un petit peu la négligence et la rigueur de la prise de la pilule. Et puis bah j'ai arrêté, j'avais quoi vers oui 25 ans et puis je me suis dit ouais ça fait quand même un moment que je la prends donc je vais arrêter et puis je suis une personne qui est très à l'écoute de mon corps donc très très vite j'ai su écouter mes cycles en fait. Ouais. Donc j'ai fait quelques séances d'acupuncture pour régler le cycle hormonal qui a très très bien fonctionné. D'où ma grande aventure avec l'acupuncture, puisque c'est toujours le cas. Et du coup, je me suis mise à écouter mon cycle. Donc voilà, je savais les jours où j'ovulais, et puis bah, j'avais pas de rapport à ce moment-là, à l'époque où je voulais pas forcément de grossesse. Donc voilà, ça n'a jamais été une peur, en fait. Au contraire, pour moi, c'est signe de bonne santé quand mes règles arrivent. Enfin, je suis toujours, j'accueille ça avec amour en fait. Et je me dis, bah voilà, j'ai de la chance de les avoir. C'est top. Voilà, ouais, c'est top. C'est top, oui, parce Donc, que c'est vrai que dans ces parcours, souvent, c'est rarement le cas, en fait, même en tant que femme, on nous apprend pas, en fait, à voir les choses de cette façon-là, donc c'est chouette que tu réussi à voir ça de cette manière-là, de toi-même, en fait, finalement. ouais. Bah, j'ai commencé la danse en fait à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai eu un rapport au corps qui était assez proche et très rapidement, puisque la perception de mon corps dans le mouvement était déjà bien intégrée. Et c'est vrai que petite, j'étais rarement malade, j'allais jamais chez le pédiatre. Enfin voilà, ma maman n'avait pas besoin de me donner des médicaments, donc j'ai toujours été ouais, très proche de mon corps et puis très réticente de la médecine Ouais. moderne, on va dire. Donc voilà, ça fait la femme que je suis aujourd'hui avec le parcours que en fait je dois accueillir en fait avec toutes mes peurs. Ouais, je comprends. Vous avez commencé à en parler à partir de quand avec ton chéri, du coup, de ce désir d'enfant? Ben, en fait, dès que... bon, quand on s'est rencontrés, mais après, du moment que j'ai arrêté la pilule, ben, voilà, on s'est dit que on laissait faire les choses. Et puis, j'avais une telle, on va dire, foi en la vie à ce Mmh. moment-là, en me disant, bah voilà, si ça vient, ça vient. Puis si ça vient pas, bah, c'est que c'est pas le moment. Aujourd'hui, je n'ai pas du tout la même philosophie, on va dire. Donc, il y avait une certaine confiance en moi. Mmh. Enfin, voilà. Donc, effectivement, mais ma première grossesse s'est faite spontanément. Assez rapidement, du coup? Non, ça a mis plusieurs années quand même, mais parce que en fait, enfin, on n'avait pas prévu à ce moment-là. C'est quand on en a décidé allez, vers les 33, 34 ans, comme ça. Bah du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah si ça se fait, tant mieux. Sinon, on verra bien quoi. Enfin voilà, vraiment c'est lâcher prise, hein. Et puis, c'est vrai que bah, ma première grossesse s'est faite spontanément et j'ai très rapidement ressenti que j'étais enceinte, en fait, une semaine après la fécondation, parce que je savais très bien, vu que je note mes cycles, je sais très bien aussi, je ressens mes ovulations, donc je savais très bien à quel moment j'avais ovulé, quand j'ai eu mon rapport aussi, je savais en fait. Ouais. Donc, c'est tellement magique, en fait, cet instinct. Mmh. Ouais, voilà, je suis enceinte et puis j'avais un test de grossesse que j'avais depuis un moment chez moi. J'avais pas si c'était périmé, je l'ai fait. Puis du coup, ben, OK. donc voilà, j'étais surprise parce que je me suis dit, bon, bah, ah oui, en fait, oui, c'est possible. Enfin, voilà, la première rencontre avec ma première grossesse, c'était bah, surprenant au premier abord, mais après, je suis très vite rentrée en connexion avec mon bébé puisque je l'ai su très rapidement. Ouais, Et puis c'est vrai qu'on est tellement naïve quand ça arrive spontanément, puis qu'on n'imagine pas qu'il peut y avoir des problèmes. bien sûr. Donc, du coup, j'ai été très à l'écoute
de mon corps. Et en fait, mon conjoint ressentait que cette grossesse ne se déroulait pas très bien. C'était assez flippant. Donc j'ai dit, Ah mais ouais? pourquoi? Je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose qui joue pas. Pourtant, il n'y avait pas de symptômes ou quoi que ce soit. Et c'est vrai Dès que, le début? ouais, assez rapidement. C'était très particulier, donc voilà. Et c'est vrai que j'ai commencé à partir de... Bah, au moment où je devais avoir mes règles, en fait, j'ai commencé à avoir des saignements. J'ai été faire justement une prise de sang pour confirmer la grossesse. Et puis là, j'ai commencé à avoir des saignements, euh, vraiment du sang. Du coup, le gynécologue n'a rien dit de spécial. Enfin, voilà, il m'a confirmé que j'avais une grossesse. Il m'a redonné un rendez-vous assez rapidement. Et puis, pour faire justement la première échographie. Et puis, bah, j'y suis allée. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, il me dit, ah, mais il y a pas d'embryon dans l'utérus, en fait. Je dis, Et pardon. tu étais à combien là de grossesse? Bah, là, j'étais pour moi, à 7 semaines. Oui, c'est ça, la Ouais, toute première de. la Ok. toute première, ouais. Et il me dit, il y a pas d'embryon dans l'utérus. Je dis, pardon, je dis, vous dites que je suis pas enceinte. Il me dit, bah, il y en a pas, en fait. Voilà, enfin, j'aime bien la réponse. Ouais, je dis, ok. Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe? Tu avais euh, fait qu'une seule prise de sang en fait là. ouais, exactement. J'ai D'accord. fait qu'une Ok. seule prise de sang. Et puis, il me dit comme ça, il me dit, je pense que vous êtes en train de faire une fausse couche. Donc, je Oh bah contrôle oui. de voir si elle... Tranquille. Ouais, voilà. Je regarde si vous avez du liquide dans le ventre. Il me dit non, non, il y a pas grand-chose, donc tout bien, laissez faire les choses. J'ai dit écoutez, oui, bon, bah, on verra. Enfin, moi, je savais pas trop ce qui m'attendait. Là, c'était un vendredi et le samedi, en fait, j'avais un workshop parce que je continue de la danse et puis je faisais quelque chose au niveau de la souplesse. Donc, je me suis Ouais. dit bon, bah, je vais faire mon workshop de souplesse, même de contorsion, et puis bah, peut-être que ça va aider à évacuer. Et puis en fait, le soir, après le workshop, eh ben, j'ai commencé à avoir une douleur très localisée, assez forte. Et puis c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais seule à la maison, donc j'ai appelé un ami, puis je lui ai dit, écoute, je me sens pas très bien. Faudrait que tu viennes à la maison. Enfin, Julien n'est pas à la maison, donc j'ai peur en fait. Enfin, tu vois, c'est tout instinctif. Bah oui. J'ai peur, je sais pas ce qui se passe. Je pense que je perds mon bébé, mais voilà, je me sens pas bien. J'ai mal, hein, et c'est pas normal. Et Mm. puis, bah, mon ami est venu à la maison, il m'a dit, mais effectivement, t'es très blanche et je pense que ça serait bien qu'on aille à l'hôpital. Et puis, je lui dis, ah bah non, alors. Moi, j'ai vraiment très peur de l'hôpital. Je lui dis, non, non, en fait, j'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Il me dit, ouais, mais je pense que ça serait bien. Et comme j'habite à 1 minute de l'hôpital en voiture, Il n'y a pas trop d'excuses. pas trop d'excuses. Donc, j'ai dû lâcher prise. Je me suis dit, bah, au pire, j'ai rien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, au pire. Bah, en Au fait, pire, ouais. non, en fait, ça a été très difficile. Donc, j'ai eu justement l'échographie. Et là, on m'annonce que. Bah, déjà, on me dit, mais vous avez eu quand votre dernier rendez-vous chez le gynécologue? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Et en fait, je commençais à avoir des troubles de la mémoire. Je savais plus trop où j'étais. Je savais plus quel jour on était. Ah Bah, ouais. ben, la dernière fois que j'ai vu mon gynécologue, ben, en fait, c'était hier, je crois. Il m'a dit que tout allait bien, que je faisais une fausse couche et que j'avais pas de liquide dans le ventre. Puis il me dit, bah alors là, vous avez beaucoup de liquide, genre 1 litre de sang, je pense, et vous avez une masse de 6 centimètres localisée dans votre trompe droite. Pardon, je lui dis une masse, je lui dis j'ai un cancer parce qu'une Ouais, masse, mais ouais. ça va pas très grossesse quoi. Et il me dit non non et là j'ai commencé à perdre connaissance parce que en fait ça faisait pendant une demi-heure qu'on consultait mon ventre, enfin Ouais. on avait du mal à voir, etc. Comme à chaque fois, on voit pas bien. On m'a demandé si j'avais mal. J'ai dit ça va, j'ai une douleur qui me dérange, mais voilà. Enfin, c'était pas pour moi, c'était pas dramatique. Ça me faisait mal Ouais. sans plus. Et puis là, on me dit, on m'a fait la prise de sang, puis on me dit, mais vous avez quand même un taux élevé de l'hormone de grossesse qui était près de 3500, 4000. Ah ouais. Donc c'était assez élevé. Il me dit, ça, c'est pas une fausse couche. Vous faites une grossesse extra-utérine. Il va falloir qu'on vous opère d'urgence. Oh, Et j'étais là, pardon. Donc,
J'ai tout sorti parce que je me suis dit si je dis pas émotionnellement ce que j'ai peur d'y rester. Donc j'ai tout dit. J'ai dit écoutez, j'ai pas confiance en vous, j'ai pas confiance en l'hôpital. J'ai entendu tellement de choses ici. Enfin voilà, j'ai tout sorti pour sortir toutes mes angoisses. Et puis la gynécologue qui m'opérait était là. Puis j'ai dit à la fin, j'ai dit bah après tout ce que je vous ai dit, j'espère que vous allez pas vous défouler sur moi. Et puis elle me dit non, c'est pas mon genre, mais c'est une femme très froide. Enfin un genre déjà, elle m'inspirait pas Ah confiance. mince, d'accord. Non, ça m'a vraiment pas aidée et j'étais là, bon, alors voilà, entre-temps, Julien est arrivé à l'hôpital, donc il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, donc lui, il apprend la nouvelle en même temps que moi. Donc voilà, Mais du coup, juste pour revenir, en fait, quand ton gynécologue t'avait dit que tu étais en train de faire une fausse couche, comment tu l'as vécu, en fait? Parce que c'était enfin, voilà, vous étiez pas du tout préparés à ça, surtout comme tu dis, c'est la première grossesse, on est assez, naïve et insouciante sur ces risques-là et bah, comment t'avais accueilli ça? mais en fait, alors premièrement, je réalisais pas trop. Enfin, je me disais que c'était pas grave que si, enfin, c'est très spécial, hein, alors que maintenant j'ai bien changé là-dessus, mais j'étais là, bon bah, c'est que c'est la vie et puis que, Ouais, en fait, le corps fait bien son travail en fait. Donc, je fais confiance. En fait, c'était vraiment ça. Il y avait vraiment une notion de lâcher prise. ouais, En parlant avec toi, je me dis, mais ouais, j'avais cette capacité-là que je n'ai ouais, plus que tu as aujourd'hui perdu entre 2, ouais, complètement. Complètement. En fait, c'était vraiment cette confiance, ouais. quoi. Que le corps faisait ce qu'il fallait, en fait, que tout Ouais, était juste. voilà, que tout était juste. Donc en fait, je me suis D'accord. pas trop attardée là-dessus parce que je me suis dit, bon, bah, j'arrive à tomber enceinte naturellement, donc bah, si c'est pas pour cette fois, ça sera pour la prochaine. OK. Bon là après c'est vrai que l'annonce de la grossesse extra-utérine, c'est autre chose encore parce que tu savais ce que c'était? Tu savais, Non, ce que ça impliquait? Non, pas du tout? Et non, ils je te l'ont savais pas pas expliqué à trop. ce moment-là? Bah, en fait, il y avait l'urgence. Déjà, j'avais perdu connaissance. Donc, voilà, il m'avait demandé si j'avais déjà perdu connaissance parce que c'est des symptômes, justement, de la grossesse Mmh. extra-utérine, les pertes de connaissance et tout. Je dis non, c'est la première fois, mais tout était tellement flou, tout était Ouais. tellement rapide que moi, je savais pas exactement. J'avais lu parce que, bien sûr, j'ai consulté aussi Google au Mmh. cours de ma Oui, grossesse. forcément. J'avais vu qu'il parlait de ça. Et puis, en effet, j'avais pas vraiment, enfin, j'avais pas de symptômes. Enfin, quand je lisais les informations sur les grossesses extra-utérines, j'étais, ah, mais non, mais ça me concerne pas. Ouais. Mon sang, il était pas, au départ, c'était clair, donc ça pouvait être un sang de nidation. Enfin, voilà, il y avait pas tous les symptômes qu'à la fin il y avait, en fait. Mmh mh. Bah, moi, je me suis dit que c'était normal de saigner de cette Oui. façon-là. Enfin, je me suis pas pu se poser de questions. Donc, en effet, quand on m'a dit grossesse extra-utérine, j'étais là, j'avais pas trop le temps de conscientiser les choses. J'étais plus focalisée sur le fait que j'étais à l'hôpital et que j'avais Ouais, peur. que tu allais te faire opérer, ouais. Ouais, c'est ça. C'était la première fois pour moi. Enfin, t'es pas préparé. Enfin, voilà. Et puis, des fois, je pense que c'est pas plus mal, en fait. Oui, surtout quand tu as un espèce d'a priori, assez négatif sur ce milieu-là, oui. Exactement. Et bon, bah voilà, du coup, bah, l'opération s'est faite assez rapidement, elle s'est bien passée. Donc, du coup, il profite pour regarder si tout va bien à l'intérieur du corps. Donc, elle m'a fait un retour en disant que tout était bien. Ma trompe a été analysée et puis elle me dit, elle m'a dit, écoutez, moi, je peux pas vous expliquer pourquoi vous en avez fait une parce qu'il y a rien qui montre des traces d'MST ou autre. Enfin, voilà, c'est un peu la faute à pas de chance. OK. Euh, Mais ça avait été pris à temps? Ta trompe était, encore, non, du coup, ils intacte? ont dû me l'enlever parce que j'étais à deux doigts à ce qu'elle cède. D'accord, OK. Non, non, elle a juste pas pété. Ouais, c'était juste à temps quand même, quoi. Exactement. OK. Ça fait partie de mon cheminement. Moi, j'attends toujours au dernier moment, en fait. Alors, je suis quelqu'un qui est assez inquiète, mais par contre, je me base sur mes ressentis. Puis, bah voilà, du coup, je faisais aussi entre guillemets confiance à mon gynécologue, qui n'est plus du tout à l'heure actuelle mon gynécologue, puisqu'il m'avait appelé Oui, le lendemain et il m'avait dit, écoutez, vous présentiez pas les symptômes d'une grossesse extra-utérine. Juste en repensant à sa consultation, c'est vrai qu'il n'avait pas du tout contrôlé les trompes. Et à l'hôpital, ils m'ont dit, franchement, en 24 heures, on peut pas avoir une masse qui pousse de non. 10 centimètres. Hein. Oui et puis c'est ça, c'est qu'en plus tu étais quand même à 7 semaines, donc Oui, à quand 7 même. semaines, normalement, on entend le cœur, on voit une poche, même si on voit pas quelque chose d'énorme. Voilà, il aurait dû avec, ou au moins te faire une prise de sang pour Exactement. contrôler le bêta-HCG. Enfin bref, il y avait même Ouais, moi qui suis pas gynécologue, bon, il y a quand même des choses à faire, quoi. tout à fait.
Mais il l'a pas fait, donc du coup, reconnaître ses erreurs, c'est impossible pour la blouse. Ouais, Donc du coup, j'ai été très en colère, puis je me suis dit, bah, karma, il paiera à sa façon, je vais pas me fatiguer là-dessus, parce que c'est vrai que j'avais eu envie de faire des démarches pour dénoncer, quoi, cette ouais, erreur médicale, mais franchement, financièrement, j'avais pas les moyens, et je me suis ouais. dit, mon énergie, je préfère la garder pour autre chose que, voilà, il paiera d'une façon ou d'une autre, mais Bon, ça t'a pas aidé à retrouver confiance en la du médecine, tout, quoi. C'est ça du le problème. mais pas du tout. Encore à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout confiance en la médecine. Déjà, de base, je n'avais pas, mais là, ça faisait que confirmer, en fait. Bah, c'est ça, ça Donc, n'aide ça pas. m'a pas aidé, non. Et puis, bah, du coup, bah voilà, j'ai dû accepter. Ça a été un long chemin, en fait. Ça fait que à partir de maintenant, on va dire, parce qu'il y a encore la suite de Ouais, mon autre de grossesse, l'histoire. mais c'est que à partir de maintenant, en fait, 6 ans après, que je réalise enfin que j'avais pas encore fait mon deuil périnatal en fait. D'accord. Et Mmh. je m'étais vraiment focalisée sur la perte de ma trompe. Ouais, c'est pour moi, j'étais là, mais ça y est, je suis handicapée. Enfin, j'arrivais pas à mettre le positif sur le fait que j'avais une autre trompe qui avait toutes ses chances. Enfin voilà, j'étais focalisée sur ce que j'avais perdu, mais pas sur ce que j'avais. Mais Parce est-ce que tu as été accompagnée pour ça? Parce que quand ouais, même, c'est quelque chose d'assez impactant, en fait. ouais, exactement. Donc à l'hôpital, non, ils s'occupent pas du tout de ton aspect psychologique. Hein. Je suis restée 24 heures, je suis rentrée chez moi. J'ai la chance d'avoir une sœur sage-femme, donc du coup, elle, tout de suite, elle m'a donné le nom d'une association en Suisse qui s'appelle Agapa. Oui, Et j'avais pris contact très rapidement pour faire toute la démarche du deuil périnatal. Donc ça m'avait aidé, mais voilà, je pensais que c'était bien. Mais régulièrement, enfin, de toute façon, le deuil, c'est un peu en dents de scie. Enfin, c'est ce que je pensais. Et donc j'avais pas mal de moments où j'étais pas bien en fait. Et je travaille dans le domaine de la petite enfance, donc j'accueille les familles, les bébés. ouais, Donc le retour au travail a été compliqué. Ça a été ouais. un sacré chemin pour moi, d'autant plus que, bah, évidemment, comme la PMA, bah, tu parles pas de ce genre de choses. Mes Mmh. collègues avaient su des bribes, enfin, on savait pas trop ce qui m'était arrivé, mais pensaient que j'avais été enceinte. Enfin voilà, je voulais pas en parler à ma direction, mais j'ai quand même dû dire à contre-cœur. Enfin, ça, le D'accord. retour a été très difficile et c'était ma première, en fait, mon premier chemin d'acceptation, quoi, de retourner au travail, de prendre des bébés dans les bras. Ouais, J'étais dans le groupe des bébés à l'époque. Enfin voilà, ça a été une monstre thérapie. ouais. Donc, euh, Et du coup, tu t'es fait donc, accompagner pour la partie deuil périnatal, pour la perte, du bébé, oui. mais pour la perte de ta trompe et pour le sujet fertilité après et cetera, est-ce que quelqu'un t'a expliqué ce que ça impliquait et cetera? T'a rassuré? Non, on m'a pas vraiment rassurée. On m'a juste dit, enfin, la gynécologue qui m'a opérée est devenue ma gynécologue à cette époque. Et du coup, m'avait dit, mais avec une trompe, vous pouvez tomber enceinte. Donc, D'accord. du coup, j'avais fait une radio, justement, de la Mmh. trompe qui restait pour voir la perméabilité, etc. Tout était OK. Donc, OK. voilà. Donc, la grossesse suivante a mis quand même 3 ans à venir. D'accord, et tu as vécu ces 3 ans comment justement? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait, qui t'oppressait, le fait que, bah, est-ce que tu rapprochais ça au fait que tu avais perdu une trompe ou est-ce que justement tu étais encore dans ce lâcher prise à faire confiance à la vie? Non, 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 j'étais plus dans le lâcher prise. À partir de ce moment-là, non, j'étais plus dans le lâcher prise. Connaissant mes cycles, bah évidemment, quand j'avais mes règles, je les prenais jamais comme quelque chose de décevant. Au contraire, j'étais là, bon, bah c'est pas pour ce cycle, je suis C'est déjà super reparti. contente d'avoir mes règles, ça se passe bien. Enfin voilà, pour moi, c'est hyper précieux en fait d'avoir mes règles. Ouais, C'est c'est vraiment top. que je suis en bonne santé. Et donc j'accueillais toujours mes nouveaux cycles de cette manière-là, puis de me dire, bah voilà, on repart sur quelque chose de nouveau. Donc, Une nouvelle chance, ouais. Mmh. et puis en fait, c'était chouette parce que bah, j'ai quitté ce lieu de travail pour changer ailleurs, mais une de mes collègues avait compris un petit peu ce qui m'était arrivé, puis m'avait donné un article en fait sur les salis de Béarn. Je sais pas si tu connais. Non. C'est entre Lourdes et Biarritz. C'est un petit village. Ouais. Et,
en fait, où on peut faire des cures thermales. Alors, ils parlent d'infertilité, mais moi, je parle de fertilité. Moi, je disais, je vais faire une cure de fertilité. Donc, en fait, c'est une eau thermale qui a des propriétés au niveau des oligo-éléments, des minéraux, et qui aurait justement des vertus pour aider à la conception. Et il y a des femmes, beaucoup de femmes en PMA qui vont là-bas. D'accord. Alors c'est vrai que de loin, je connaissais pas trop la PMA. Je la mettais de très très loin parce que je voulais pas en entendre parler. Et puis mon conjoint et moi, on est vraiment anti-médicaments, anti-médecins, donc on a fait toutes les choses naturelles, tu vois. Enfin, j'ai continué, Ouais. et l'ostéopathe, et l'acupuncture, et le naturopathe. Et puis en fait, j'ai lu l'article que ma collègue m'avait donné sur cette eau, ces vertus d'eau et cette cure thermale. Et puis j'ai décidé de partir là-bas. Donc depuis Genève, c'est un sacré voyage. Oui. J'ai dû bien m'organiser et je regrette pas d'être partie là-bas puisque je suis partie en avril, je crois, ouais, en avril 2017. J'ai été faire ma cure pendant 10 jours. Donc en fait, t'as tout un protocole. T'es reçu par un médecin enfin, les personnes qui vont là-bas sont pas forcément des personnes pour l'infertilité, mais il y a des personnes pour les rhumatismes, les douleurs Ouais. articulaires, pour les enfants, pour l'hyperactivité. Enfin, cette eau a des vertus calmantes, mais aussi enfin, elle a plein de vertus et j'invite les auditrices et toi, si tu le souhaites, à aller regarder ce site. Ouais. Et du coup, je suis partie faire cette cure une dizaine de jours. Alors je me suis dit, ouais, c'est un lieu particulier. On sent que c'est un village où il y a des empreintes, il y a une histoire. Enfin, c'est Ouais. habité comme lieu. C'est très spécial. Et puis c'est vrai que le centre thermal, on n'est pas dans quelque chose de récent. Hein. Les bâtiments sont là depuis 1800. Enfin, je sais même plus 1800, fin 1800. Donc tu vois, c'est assez vieux. Oui. Début D'accord. 1900. Et du coup, bah voilà, j'ai fait ces soins. Tu es Donc partie toute seule, du coup? non, je suis partie avec mon conjoint. Du coup, il profitait de se reposer, puis moi, j'allais faire les cures. D'accord, ok. Il était avec toi, mais il faisait pas la Ouais, cure. non, il fait pas la cure. Ok. Du coup, la cure, c'est vraiment, t'as des bains vaginaux avec cette eau. Ouais. T'as une canule que tu mets, bah voilà, Ouais. ton vagin, et puis du coup, ça fait un bain vaginal. Et puis, tu as des cataplasmes de cette eau, l'eau mère, qui a vraiment un pourcentage de sel assez Mm. élevé. Et puis des bains, et puis aussi des jets sur les parties du ventre, le dos, etc. Et puis, bah, c'est D'accord. vrai que ça m'avait énormément enfin, aidé à lâcher prise. Du coup, on prenait soin de toi. Enfin, parce que ça, finalement, j'avais tellement besoin qu'on s'occupe de moi. Et puis te reconnecter à ton corps après cette épreuve Exactement. aussi. Mm. Et franchement, bah, peut-être que ça a joué là-dessus, mais je suis tombée enceinte le mois d'après. Ah ouais. Ouais, comme Je quoi, suis ouais. tombée enceinte un mois après. Euh, donc, c'était magique. J'étais là, Bah ouais. ouais. Alors là, pour le coup, moi qui étais enfin, plutôt connectée à mon corps, je me suis pas du tout aperçue tout de suite que j'étais enceinte, en fait, parce que j'ai eu mes règles. Et D'accord. sur le cycle de la fécondation, en fait. Et du coup, je suis partie en vacances au mois de juillet, donc j'étais à 5 semaines. Et pendant les vacances, j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre qui étaient assez particulières, plutôt localisées au niveau bah, du rectum. Moi, je pensais que j'avais une inflammation du côlon. Ouais. Voilà, je me faisais mon propre diagnostic parce qu'en fait, pour moi, c'était clair que j'allais pas consulter un médecin en Espagne. Voilà, dans ma tête, c'était si je dois consulter, je rentre chez moi. Voilà. Je me suis dit que ça pouvait attendre mon retour de vacances si j'ai une inflammation du côlon parce que je pensais que j'avais ça. Et ça, c'était après tes règles, du coup. Bah, c'était ouais, juste après mes règles, mais tu vois, D'accord. j'avais mon cycle qui avait continué. Ouais, ouais. Et du coup, je suis restée 10 jours allongée dans mon lit de vacances, en fait, parce que j'avais pas de ventre et que j'attendais juste de rentrer chez moi et je n'avais pas cherché à rentrer plus vite. Donc mon corps s'est mis au diapason et puis m'a écouté. Enfin, il était cool. Ouais. Euh, donc je suis rentrée de vacances. 2 jours après, bah, je commençais mon nouveau job. C'était super comme entrée, comme Ouais. jour de rentrée. Hein. Comment s'afficher le premier jour, ça c'était le meilleur moyen. Donc effectivement là j'ai commencé à avoir une douleur vraiment très intense, je pouvais plus m'asseoir sur la chaise. Et puis j'avais un pressentiment de me dire mais peut-être que je suis enceinte et quand je pensais à ça, tu sais, ça t'habite de nouveau. Ouais. J'avais le cœur qui Ouais. palpitait puis je me suis dit bon bah à la fin de la journée je vais faire un test de grossesse. Ouais je l'ai fait, mais pas, c'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai fait à l'hôpital donc du coup bah je me suis sentie très mal.
Euh, Ouais. j'ai ma nouvelle collègue qui a dû me ramener chez moi. Enfin, j'ai dit, bah, j'aimerais que tu m'amènes à l'hôpital parce que là, je crois que je vais vraiment pas bien. Donc, du coup, j'ai dû lâcher prise de nouveau, me dire, bon, bah, il va falloir que j'aille à l'hôpital. Je me suis Ouais. dit, bah, je vais retourner au même hôpital où je suis parce qu'ils ont mon dossier. Et puis là, bah, on m'a pris un petit peu de haut parce que j'ai dit que ça faisait plusieurs jours que j'avais mal au ventre. Donc, c'est dit, ouais, celle-ci, a un problème digestif. Enfin, voilà, tu vois, on m'a Ouais. pris de haut. Et puis à un moment donné, on m'a dit, mais est-ce que vous êtes enceinte? J'ai dit, écoutez, j'ai des doutes, mais peut-être. Ça serait bien de le vérifier. Et effectivement, il y avait le médecin qui était venu pour tout ce qui était gastrique, il m'avait contrôlé, il m'a dit, vous avez rien du tout. Je dis, ok, je dis, c'est vraiment bizarre, j'ai vraiment mal, hein. Et puis Et tu là, leur avais redit, en fait, que tu avais fait une grossesse extra-utérine il y a quelques années? non, non, j'avais D'accord. rien dit du tout en fait parce que je savais pas que j'étais enceinte, j'avais le pressentiment. Ouais, Voilà, j'avais vraiment mal au rectum en fait, j'avais pas la douleur d'accord. que j'avais Ouais, eue. toi, t'étais resté fixé là-dessus, quoi. Ouais, et j'avais pas de saignement et puis je savais pas que j'étais enceinte, tu vois, Bah oui. j'avais aucun symptôme de la première fois, c'est ça qui est hyper traître. Ouais, ouais. Donc je me doutais pas de ça en fait, j'étais partie sur un autre truc. Et là elle me dit on a les résultats sanguins, vous êtes enceinte. Puis je dis c'est pas vrai, enfin je commençais à pleurer, je me suis dit waouh, c'est magique et d'un coup elle me dit il faut qu'on contrôle si vous faites pas une grossesse extra-utérine et là d'un coup j'ai dit eh ben là je pense que je fais une grossesse extra-utérine. En fait, c'était vraiment l'info, c'était la T'as su, quoi. Bien ouais, sûr. voilà. Et puis elle me dit, je vous ai pas dit que vous en faisiez une. J'ai dit, il faut que je contrôle. Je dis, ok, Ouais. bon, assez sèchement. Et du coup, rebelote, je vais dans la même salle que la première fois, c'est pas le même gynécologue. Rebelote, ils me font une demi-heure, trois quarts d'heure parce qu'ils arrivent pas à savoir. Et là, en fait, elle commence la consultation, la gynécologue, et elle, ses yeux s'ouvrent et s'émerveillent, puis elle me dit, regardez. Et là, en fait, j'entends le cœur du bébé, et elle Oh. me montre à l'écran le bébé. Mais en fait, d'un coup, elle m'arrête tout ça, puis elle me dit, il faut que je regarde si c'est extra-utérin ou intra. Et là, Oh, je la lui vie. dis, mais normalement, un bébé, ça vit pas quand c'est extra-utérin. Enfin, et puis elle me dit, normalement, ça vit pas non plus. Enfin, là, il y avait un cœur qui battait, quoi. Il y avait vraiment un nombre Ouais. et un cœur. Donc, elle m'a consulté enfin, pendant ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. Après, elle appelle son supérieur, elle dit, j'arrive pas à savoir. En fait, chez moi, c'est tout le temps comme ça, en fait. Ils ont toujours du mal à savoir, Ouais. ce qui rassure pas. Là, C'est en clair. fait, là, je perds connaissance. La Oh. fin de la consultation, je perds complètement connaissance. Je lui dis, je me sens hyper mal. Déjà, c'est un gag. Là, vous me redites la même chose qu'il y a 3 ans en arrière. C'est n'importe quoi. Enfin, je commence à paniquer. Je ressors tout le truc. Et là, je perds connaissance. Je me retrouve dans un lit, les jambes en angle droit à Ouais. 90 degrés. Je me réveille d'un coup et là, ils me disent, bah, écoutez, il va falloir qu'on vous rendorme mais il faut qu'on vous opère de suite. Parce que rebelote, vous faites une grossesse Oh avec là là. Catherine. Et t'étais toute seule? T'étais pas avec ton chéri? Et non, mon chéri est encore en Oh, vacances. oh la Et vache. j'étais toute seule, ouais. Ma collègue est restée avec moi jusqu'à ce que les médecins me prennent en charge. Mais après j'étais toute seule, ouais. Il y a mon beau-père qui est venu et après, bah, j'étais toute seule, quoi. Donc voilà, rebelote. J'ai pu dire au médecin que je voulais pas qu'il me fasse d'autres cicatrices. Enfin voilà, c'était Ouais. l'occupation première. J'étais là, vous faites au même endroit, vous faites sauver ma trompe, c'est ce que je lui avais dit. Ouais. Et il m'a dit, je ferai le maximum, mais bon, voilà. Bah non, c'était pas possible de garder ma trompe parce qu'elle était à deux doigts de céder. Comme il m'a dit, elle était Ah, fragmentée. d'accord. J'avais de nouveau, en fait, la douleur que j'avais au rectum, en fait, c'était tout le sang qui s'était mis dans le cul-de-sac de Douglas. Et en fait, Ouais. Ouais. et en fait, j'ai fait une péritonite. Oh là là, bah oui. Voilà. Donc, grosse histoire, en fait. Donc voilà, et là le réveil a été très dur parce que je savais que je devais aller en PMA et bah, le médecin qui m'a opéré, je l'ai jamais revu en fait, j'ai même pas su qui c'était. Le lendemain, c'était d'autres médecins, la femme. Mais du coup, tu as appris, en fait, quand tu avais enlevé ta deuxième trompe à ton réveil? Ouais. D'accord. Et du coup, c'est là que tu as compris de toi-même, en fait, ce que ça impliquait cette fois, quoi? Mais même avant qu'il m'opère, en fait, tu sais, c'est tellement instinctif ces moments-là. Ouais. J'arrive pas à te dire. En fait, je savais déjà. Mmh. Je Ouais. pense que je savais déjà mon sort, en fait. J'étais pas surprise. Je crois que D'accord. les premières choses que j'ai dit au réveil, vous m'avez enlevé la trompe. En fait, c'est la première question Ouais, tu que je savais, quoi. savais, Mmh. quoi. C'était. Puis comme t'es shooté, ben, Mmh. t'acceptes tout facilement au réveil. En fait, c'est très particulier. Ouais. C'est le moment-là où t'es là. En fait, tout te paraît normal. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude, mais les Mmh chocs mh. émotionnels, ils sont tellement là, et puis ils se réveillent tellement après aussi avec toi, quoi. Donc, Ouais.
c'est sûr. Et la rebelote, de toute façon, eux, ils s'occupent de l'aspect technique. Après, bon, Ouais. heureusement, j'avais déjà tout un staff soigneur. Je veux dire, j'étais bien entourée à ce niveau-là. Et par contre, c'est vrai que j'ai pas recontacté Agapa pour faire mon deuil périnatal cette fois-ci. Je me disais que j'avais assez de ressources en moi pour le faire, chose qui n'était pas Mhm. vraiment juste. Mhm. Et je me suis plus concentrée sur le fait que bah, j'allais partir en PMA. D'accord, ouais. Donc, ça a été dur pour mon conjoint et moi. Nous qui sommes anti-médicaments, Mm. pour moi, ça a été des peurs énormes de me dire qu'il va falloir que je m'injecte. Alors, c'est pas le problème de s'injecter, enfin, c'est pas le problème de me faire une piqûre, parce que je me suis piquée Ouais. tout de suite, toute seule. Mais c'est la conséquence du produit qui m'a toujours fait Mm. flipper. Et comment t'as travaillé du coup ça, pour l'accepter? Pouh. J'essayais voilà, de parler à mon corps, enfin, de me rassurer. Enfin, j'ai fait un travail personnel. J'ai pas vraiment été suivie là. C'est plus à la suite de ma deuxième fille où j'ai fait de l'hypnose par rapport à ça. Donc voilà, enfin, j'ai essayé vraiment plus de me faire confiance qu'au produit. Ouais. Donc voilà. Et du coup, vous êtes passé par la PMA, enfin, vous avez décidé de passer par la PMA longtemps après bah, cette deuxième grossesse extra-utérine? J'ai commencé la PMA en avril 2018 et D'accord. j'ai été opérée en août 2017. D'accord, ok. Donc c'était le temps de faire les premiers examens ou vous avez vraiment commencé les premiers rendez-vous PMA en avril? Alors attends, non, les examens, tout ce temps-là, j'avais fait. Bah, en fait, j'ai fait la PMA en Suisse, donc avec la gynécologue qui m'avait opérée, Ah, puisqu'elle elle avait. était quand même spécialisée en PMA? Ouais, oui, enfin spécialisée. Je mettrais des guillemets. Ouais. Mais voilà, elle a un pied dedans, on va dire. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que j'arrive pas à te dire exactement quand on a commencé les examens, mais c'était pas beaucoup de temps avant de commencer Ouais, les injections en fait. Parce qu'elle avait déjà mon suivi, je pense qu'elle avait peut-être ouais, fait d'analyse, mon conjoint a un spermogramme qui était top, voilà, enfin, et puis comme on te dit si bien, eh ben, vous savez que la PMA a été conçue pour les femmes comme vous qui n'avaient pas de trompe ou, voilà, enfin, mmh, il n'y avait pas de problème en fait. ouais. Je suis une bonne cliente pour la PMA. C'était ce que j'allais dire, ouais. Vous êtes, voilà, le type de profil pour la PMA, ok? Ouais, OK. Donc, voilà. C'est clair. Du coup, voilà, j'ai commencé les injections. J'ai fait, en fait, ma gynécologue me suivait au cabinet, puis après j'allais à un centre, le centre, le CPMA à Lausanne, hein, en fait, où ce qui est pour la ponction et le transfert, c'est un gynécologue XY que je ne connaissais pas. Donc autant dire que de nouveau l'histoire de la ponction. Alors en tout cas en Suisse, nous on n'a pas le choix d'être complètement endormi. D'accord. Enfin voilà, parce que j'avais demandé est-ce que je peux être réveillée. Non, non, pas du tout. On vous endort. Anesthésie générale, tout de Ouais. suite? OK. Donc voilà, donc gros stress pour changer. Ouais, Au final, j'ai eu 2 embryons. Euh, d'accord. et le jour du transfert, parce que j'avais aucune communication, le gynécologue me dit oui, alors la biologiste trouve que les embryons se développent lentement, alors on vous suggère de mettre les deux. Et moi, j'étais là, ben, en fait, j'ai combien de temps pour me décider? 1 minute, en fait. Ça avait l'air d'être très rapide. J'étais là, alors C'est déjà, sûr que c'est pas une décision importante, c'est bien. bah, ouais, c'est impressionnant, quoi. Donc, j'avais aucun recul là-dessus. Enfin, on m'avait jamais parlé de ça. Je savais pas ce que ça voulait dire. Je comprenais rien, en fait. Puisque pour l'accompagnement, on m'a jamais vraiment parlé. On m'a plus parlé de l'aspect technique, mais les embryons, enfin, je veux dire, c'est pas comme vous en France, je crois que vous avez des rendez-vous avec la biologiste et tout ça. Non, moi, pas du tout, en fait. Ça s'est fait un peu. Voilà, il y À avait. la sortie en fait, à la sortie de la ponction, on t'annonce combien tu as de d'ovocytes et après, en fait, combien d'embryons et puis il faut se décider direct, quoi? Bah, en fait, ouais, on m'a fait la ponction, on m'a expliqué que après il y avait tant de matures, donc au Mmh, départ je crois que j'avais 4 embryons qui étaient sur la course en fait. Puis moi, d'accord. je pensais qu'au bout de 5 jours, j'en aurais toujours 4. Oui. Donc j'ai Oui, appelé oui. 5 jours, mais en fait on m'avait pas expliqué, donc le coup, Bah, je c'est me ça. suis dit, bah, c'est bon, c'est cool, j'en aurai 4 et tout. Bah non, Ouais. le jour où j'arrive pour le transfert, on me dit il y en a 2. Je commence Ils sont à partis où les 2 autres? ouais, c'est ça, je l'avais pas compris. Je lui dis, bah écoutez, là, il y a déjà un malentendu. Mmh. Enfin, je savais pas que je pouvais téléphoner pour savoir l'évolution de mes embryons parce qu'eux ne nous les donnaient pas, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Déjà, il y a une mauvaise communication par rapport à ça. Du coup, bah voilà, on m'a demandé de choisir à ce moment-là si j'en voulais deux ou un. Et, bah, nous, on a dit un, quoi, puis on va Mm. laisser une chance à l'autre. Puis en fait, on a bien fait. On a bien fait parce que ça m'a laissé une deuxième chance. Donc, autant dire que le transfert s'est pas très bien passé et puis bah, ça a rien donné. Et puis, D'accord. le deuxième transfert, bah non plus, ça a rien donné. Échec total. Là, ça a été très dur parce que je me suis dit, bah voilà, j'ai eu 2 grossesses spontanées. Ok, elles étaient mal placées, mais je pense que le pouvoir d'accroche, il est là en fait. Ouais. Et encore aujourd'hui, je me pose des questions parce que je me dis, finalement, mon utérus, il a eu aucune connaissance de. Enfin, en tout cas, je sais pas. Hein, peut-être que j'ai fait des fausses couches et que je l'ai jamais su aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais mon utérus ne connaît pas cette rencontre. Donc c'est toujours un grand point d'interrogation par rapport à mon utérus. Donc voilà, échec, ça a été très dur à emmagasiner. Bah oui. Du coup, bon, nous on se laisse pas tellement faire, donc on dit quand on n'est pas content. On a ressenti aussi qu'il y avait des couples qui étaient plus privilégiés que d'autres. Donc, dans le sens, un peu le contexte social, en fait, j'ai l'impression que parce que si tu es dans un contexte social élevé, ben, on va plus s'occuper de toi. Et nous, on a D'accord. l'impression, je ne dis pas qu'on est pauvre, hein, mais je veux dire, on galère quand même pour payer nos FIF qui sont à 10 000 francs suisses, quand C'est même. ça, voilà. Il n'y a rien qui est remboursé, rien du tout, même pas une Ouais, ouais. prestation, rien du tout. Même pas les traitements, et cetera, Non, ouais. Mm. non. Ouais, ouais. Moi, je les Non, achète c'est vrai que en France ou en Espagne, si je mmh, peux. Voilà, mais en Suisse, non, il n'y a rien qui est remboursé. ouais. Donc, du coup, on s'est dit, bon, bah, on va refaire une FIV, mais cette fois, je vais plus la faire avec ma gynécologue, qui n'est plus ma gynécologue. Et je me suis dit, je vais faire directement avec le CPMA. Euh, Ouais. Pourtant, j'avais vu un autre gynécologue dans un autre centre hospitalier, le CHUV à Lausanne, qui m'avait donné le nom de son confrère qui était justement au CPMA. Donc du coup, j'avais entre guillemets confiance. Enfin, c'est un grand mot confiance, mais je me suis dit bon bah allez, on va partir sur une bonne base. Un autre médecin, il est jeune, on va voir. Et Ouais. puis en fait là, le protocole a été quasi le même. Simplement, on m'a mis des fortes doses d'injection. Je suis convaincue que des doses à 375, c'est pas la clé de la réussite. D'ailleurs, Oh la vache, oui, effectivement, c'est énorme. c'est énorme. Et du coup, pour cette deuxième fille, finalement, j'ai eu un embryon, mais j'ai eu de la chance parce que sur la récolte, j'ai eu 4 ovocytes et sur les 4, j'ai eu un embryon à jour 5. D'accord, OK. Et il n'a pas tenu. Voilà. D'accord, OK. Donc là, c'est vraiment tout s'effondre. Mmh. Déjà, tu te dis, bah, financièrement, comment je vais faire? J'ai plus d'argent. Ouais, Le fait de se serrer la ceinture tous les mois, enfin voilà, enfin, non, enfin, je t'apprends rien. ouais. Ça a été très dur. Après, c'est vrai que nous, en France, on a cette Ouais, chance énorme, justement, que ce soit remboursé et c'est vrai que c'est pas on a au moins ça, en moins à comme charge mentale, en fait, de la charge financière est quand même très importante et c'est vrai que c'est une chance énorme qu'on a en France, c'est vrai. ouais. Ça, pour ça, vous êtes bien, bien lotis, effectivement. Du coup, on s'est décidé d'aller en Espagne. Je me suis dit, bon, bah, en Espagne, ils ont l'habitude d'avoir des femmes comme moi. Ils envoient, allez, peut-être 50 par jour. En Suisse, il n'y a pas assez de recul par rapport à ça. Je veux dire, les patientes, ils n'en ont pas 50 par jour. Enfin, voilà. Oui. Après, on a toujours entendu que l'Espagne, c'était bien, que c'était les rois de la FIV. Enfin, Mmh. voilà. Et puis pour nous, c'est moitié prix. Donc, Ah ouais, quand même, d'accord. Je savais pas qu'il y avait une grosse différence comme ça de prix. oui, au niveau du traitement et tout ça, oui, c'est moitié prix. Après, D'accord. on comptait quand même les déplacements, le Oui, séjour, etc. Mais on s'en sort quand même, quand même un petit peu mieux. Et puis, t'as ouais. pas la pression parce qu'en Suisse, tu dois poser carte sur table 7 000 francs direct, en fait. Ah ouais, Ouais, d'accord. avant de Ah ouais, commencer. c'est particulier, hein. Mmh. Ouais, c'est très particulier. Donc déjà, tu as une pression. Après, ils te disent, si vous n'avez pas payé, on peut pas faire le transfert. Enfin, voilà, c'est... Ah ouais, en plus, c'est vraiment la pression financière, Oui, c'est sympa. Déjà, déjà que vous aviez du mal à passer par la PMA et l'accepter, oui, ça ajoute ce côté, vraiment où tu achètes un enfant, quoi et en plus, tu achètes plutôt un protocole qui ne te garantit aucunement un enfant. exactement. Ouais. Et du coup, mon man est parti sur l'Espagne. Quand est-ce qu'on est parti? Bah voilà, il y a bientôt une année. Mmh. Il y a une année, je faisais de nouveau. Alors là, j'ai entrepris des nouveaux examens et moi-même, en fait, j'ai fait la matrice lab.
parce que je me suis posé des questions. En Suisse, ils connaissent pas du tout, hein. Ouais, mais en Espagne, du coup, ils t'en avaient pas parlé, justement? Eh ben, en fait, c'est moi qui leur ai imposé. J'ai dit, j'ai fait la matrice lab, et eux, ils ont pas l'air d'être très ouverts à ça non plus. Ah bon, je Donc, croyais que vraiment l'Espagne, c'était plutôt automatique, en fait, quand ils faisaient les protocoles, il y avait la matrice lab avant, non? bah alors là, Pas dans ce dans centre-là, en tout cas. Ok. ce centre-là, non, ils m'ont dit, bon, c'est bien que vous l'ayez fait, mais en fait, ils me l'auraient pas D'accord, proposé. ok. Moi, je l'ai fait d'office parce que je me suis dit, bah, j'ai pas eu d'accroche, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Donc, en effet, ils ont vu que j'avais une sous-immunité, mais qui n'était pas très grave, en fait, que tu pouvais corriger avec le protocole. Ok. Donc, l'Espagne a dit, bah, si vous voulez, on peut en tenir compte, on va vous faire un scratching, parce que c'est Ouais. ça qu'ils proposent aussi. Par contre, ils m'ont redonné clairement le même protocole que j'avais fait en Suisse. Et Ah ouais. ouais, carrément, avec les mêmes dosages. Et en fait, j'ai commencé en décembre, là, 2019. Ouais. Et en fait, j'ai dû arrêter à 8 jours d'injection puisque ça n'a pas du tout pris. J'ai pas du tout réagi en fait. Il y a un follicule qui a pris le dessus sur tout le monde et puis voilà. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça m'a complètement bousillé tous mes cycles. Ouais. J'ai l'AMH qui a chuté, j'ai la FSH qui est montée. Moi, en tout cas, je fais la corrélation que c'est suite à ce traitement-là. Mm. Quand j'en ai reparlé au gynécologue dernièrement, j'ai dit, moi, je pense que ces produits m'ont complètement flinguée. Mm. Alors, il disait rien. Ouais. Mais voilà, il allait pas forcément dans mon sens. Mais il t'a pas contredit non plus. Non, il m'a pas contredit non plus. Il m'a juste dit, si vous voulez refaire une FIV, bon là c'est toute une histoire, hein, mais si vous voulez refaire une FIV, il faudra plus utiliser ces produits, bah, c'est toxique pour vous en fait. C'était assez contradictoire ce qu'il disait. C'est pas vrai, il t'a balancé ça Ouais. comme ça? Bah écoutez, c'est Bah, en fait, il m'a intéressant. proposé direct un bon mauvais site, et puis je lui ai dit non, mais je vais vous expliquer un truc. Je fais quand même confiance en mon corps. Il faut quand même savoir que à partir de décembre là, de 2019, donc bah voilà, c'était la révélation. J'ai vu que mon corps avait complètement était dans un stress, mais Ouais. bah, il faut savoir que quand même ces produits, ça touche à ton hypophyse, ça met un stress énorme. Mm. Enfin, je veux dire, ça m'a accéléré mes cycles, j'ai des règles à jour 15, enfin, c'était Mm. l'anarchie totale. Je me suis dit, là, il y a un truc qui va pas. Effectivement, j'ai fait les prises de sang, c'était la catastrophe, alors que avant ça, j'avais trouvé un équilibre, Ouais. enfin, tout était bon pour que ça marche, en fait. Ouais. En fait, l'Espagne, j'ai plus eu de nouvelles après cet échec. J'ai fait mes 8 injections. Ils m'ont dit oui, bon, bah alors ça serait bien de faire un autre protocole, etc. J'ai dit écoutez, pour l'instant, vu mon AMH et ma FSH, je crois qu'on va rien pouvoir faire, en fait. Mm. J'étais montée à 15 en FSH. Enfin, Ah ouais, d'accord. et là, en fait, il est arrivé bah, l'épisode du confinement, coronavirus. Et en fait, ça m'a arrangé. Je me suis dit, bah, c'est génial, ça tombe bien, parce que ça m'évite de me mettre la pression. Ouais. Et puis tout ce temps, je vais m'occuper de moi. Mm. Alors bon, c'était pas évident parce que bah voilà, le naturopathe pouvait pas te recevoir, etc. Mais j'ai vraiment travaillé là-dessus, sur l'alimentation. Je le faisais déjà, hein, mais Mm. vraiment d'essayer d'amener du calme. Voilà, je pratique le fertilité yoga Mm. en parallèle, donc j'ai vraiment de bons résultats positifs par rapport à cette pratique. Enfin voilà, vraiment de me reconnecter à mon corps et puis juste de l'écouter puis de lui dire mais finalement qu'est-ce qui s'est passé Mm. et qu'est-ce que je dois faire quoi. Mm. Enfin, j'étais aussi en colère. J'étais à tout ce que je fais pour toi. Je reprends un protocole et tout est bousillé là. C'est ça. C'est rétablir le dialogue. Ouais, exactement. Et puis, c'est réfléchir comment revoir une PMA, en fait. À ce moment-là, en parallèle, j'ai fait aussi une formation sur l'accompagnement au deuil périnatal. Donc, j'ai pu enfin faire mon deuil. C'est là où j'ai compris que je ne l'avais toujours pas fait. Donc, parallèlement, j'ai eu plusieurs deuils à faire pendant cette période de confinement. Ouais. Et là, ça a été une grande révélation puisque j'ai compris des choses qui étaient vraiment fortes et avec tous les suivis que j'avais faits, même psy, etc., j'avais jamais relevé cette chose, mais je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai vécu des avortements et pas. En fait, on te fait passer ça à grossesse extra-utérine, donc physiologiquement, c'est dangereux, il faut qu'on vous opère. Et Mm. puis, on te parle d'amas de cellules, hein. Même l'embryon que j'ai eu, Ouais. on ne l'avait pas considéré comme ça. Et en fait, dans tout ce cheminement, je me suis dit, mais en fait, j'ai vécu des avortements, en fait, Mm. 2 fois. 2 Mm. fois.
2 fois, les médecins m'ont supprimé des vies, m'ont enlevé mes organes, et moi, je vais en PMA. Et comment mon corps peut-il être OK en voyant un médecin qui te Mmh. supprime la vie et je vais voir un médecin pour qu'il me donne la vie? Il y a un conflit, un tel Ouais, conflit interne, en fait. Et ça, je rejoins toute la mémoire cellulaire, ouais, enfin, ouais. Ah parce que ouais, ça te parle. c'est non, mais moi, j'ai des frissons partout là, donc ouais, ouais, non, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Ça a été une clé, moi aussi, ça me donne des frissons. Ça a Mmh. été vraiment une clé, une clé sur la suite de comment je vais procéder en fait ma PMA. Ouais, Et je me suis dit, ouais, j'ai dû aller chercher très loin en fait. ouais, Toutes ces choses-là, je sais même pas, je pourrais même pas te dire qu'est-ce qui m'a éveillée à ce moment-là, mais je me suis dit, mais c'est normal que ça ne marche pas. C'est ouais. normal que j'ai eu ces échecs de PMA. Je veux dire, c'est tellement contradictoire. Mmh. Ouais, non, c'était d'une violence effectivement dans ton inconscient, dans ton corps, ouais. Mmh. C'est une violence, je donne la vie, mais on me la supprime. Enfin, Mmh. j'ai réparé toutes mes cicatrices internes. Alors, j'ai une super ostéopathe qui allait vraiment m'aller toucher les cicatrices à l'intérieur. On a Mmh. vraiment un travail qui a porté ses fruits parce que j'ai plus de douleur dans le ventre. Enfin voilà, c'est tout un cheminement. C'est ça qui est dur, c'est que tu prépares, tu agresses ton corps, puis après tu répares en fait. Et Mmh. c'est tout ce cheminement en fait. Préparer, agresser, réparer. Ouais. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, ben, je vais faire la PMA différemment. Alors, je pense que toutes les personnes qui vont m'entendre vont se dire, mais celle-ci, elle est complètement barge. Et moi, en fait, je vais faire confiance à mon naturopathe et puis je vais plus partir sur les plantes et l'acupuncture. Et je suis convaincue qu'on peut créer une stimulation avec ce type de démarche, en fait. Mmh. Voilà, moi je pense qu'on peut faire des choses différemment. Puisque mon naturopathe arrive à me réparer les dégâts, pourquoi il n'arriverait pas à me Non, stimuler mais t'as finalement? raison et de toute façon, je pense que le plus important vraiment dans tout ça, de toute façon, de suivre ton instinct et d'être vraiment, vraiment en fait, c'est ce que tu disais au début, c'est que tu étais extrêmement connecté à ton corps et que tout ce parcours-là, bah, forcément, il y a une partie de colère, une partie de d'incompréhension entre vous, en fait, entre toi et ton corps et c'est important aujourd'hui que tu, bah, comme on dit, rétablir le dialogue et tu retournes à l'essentiel, en fait et je trouve ça chouette, en fait, que tu fasses ça et après, de toute façon, la médecine ne peut pas te garantir, de d'avoir un bébé donc essaye ce qui te parle et je pense que c'est vraiment le plus important et voilà, je suis convaincue que ça peut marcher aussi. Ouais, bah c'est ce que je me suis dit en fait. Quels sont tes besoins? Mmh. Je pense que mon corps a aussi bien parlé. C'est vrai qu'il faut aussi savoir qu'à la suite des protocoles FIV, j'ai eu des migraines ophtalmiques, alors Ouais. que moi je suis plutôt une migraineuse de base. Très rapidement, mon naturopathe m'a dit, mais est-ce que, enfin voilà, vous avez drainé les médicaments Mmh. qu'on servi au protocole? J'ai dit, bah certains, en fait, on a tout drainé, Mmh. mais vraiment tout drainé. Et j'ai plus eu une seule fois de migraine ophtalmique. En fait, mon foie avait saturé Bah, c'est ça, c'est ça. très rapidement. Alors, il y a des personnes qui ont plus de résistance, mais moi, c'est vrai que déjà, je suis pas ok avec la chimie, donc Mmh, je c'est pense que ça. il y a beaucoup de choses auxquelles je ne supporte pas, en fait. Mmh. Et là, pour moi, c'était déjà un premier indice. En fait, je crois que mon corps, il me disait, c'est pas la bonne direction, C'est là. pas OK pour moi, ouais. Mmh. Non, c'est pas OK pour moi. Il va falloir que tu fasses différemment, Lionel. Il va falloir que tu trouves une solution. Et c'est ça, en fait. Je sais pas où je vais, mais par contre, je suis convaincue de la démarche. Par contre, je sais pas comment je vais faire, mais voilà, l'enjeu, c'est de trouver les bonnes personnes C'est ça. pour pouvoir faire ça. Donc, c'est pas en clinique que je vais les trouver. Ouais. Euh, j'ai un gynécologue à Genève qui a une certaine ouverture, qui est plutôt aussi dans les médecines holistiques, voilà, qui travaille aussi avec l'Ayurveda et autres. Donc, je pense que d'amener mon idée, il sera pas fermé. Au contraire, il se dira c'est un défi. Génial. Euh, il verra plus ce côté-là. Moi, je Ouais. vois plus ce côté, je manage mon corps parce que je pense qu'on peut faire différemment. Ah, c'est sûr. Voilà. C'est génial. Franchement, c'est génial que tu oses aussi, chercher parce que forcément là, aujourd'hui, ça n'existe pas, ou en tout cas pas que je sache non plus, Non, non, non. mais c'est génial. C'est chouette que tu sois à l'écoute à ce point de toi-même, de ton corps et que tu tentes cette nouvelle approche parce que
Parce que voilà, ça peut vraiment marcher, je pense. Après, il y a il y a vraiment pas de baguette magique et personne ne sait, hein, j'ai pas de boule de cristal. Non, Mais, non. mais voilà, je partage vraiment ta position, en tout cas, sur tout ça, donc c'est chouette. C'est vraiment top de voir ça comme ça et de l'essayer, ouais. De l'essayer parce que je suis en accord avec ça, en fait. Je ferai pas de dégâts à mon corps si ça marche pas. C'est Voilà. surtout ça, ouais. Mmh. J'ai envie de faire confiance. Là, comme je te disais, je pratique le yoga de la fertilité. Puis en parallèle, j'ai justement créé Mmh. Berce au féminin, Ouais, qu'on peut retrouver sur Instagram, où justement j'accompagne les femmes en préconception, en grossesse et en postpartum au travers du yoga. génial. Ouais, je me suis vraiment penchée sur le yoga de la fertilité parce que ça a été une de mes démarches aussi au cours de la PMA de me dire, moi qui a toujours été dans le mouvement, je me suis dit, mais enfin, je me suis dit comment je peux faire. Je pense que je peux m'accompagner avec quelque chose qui me fait du bien, que je connais et voilà, j'ai fait mes recherches, j'ai cherché yoga, Mmh. fertilité, enfin vraiment j'ai passé du temps et puis je suis tombée là-dessus et je me suis dit waouh, ça existe. Ouais, En fait, j'ai vraiment découvert ça il y a quoi, maintenant 2 ans. ouais, Et puis, du coup, bon, bah, j'ai découvert Charlotte Muller, pour ne ouais, pas la citer, voilà. Je suis même descendue à Paris suivre ses cours. ouais, En parallèle, je me suis aussi formée à la méthode de Gasquet, génial. euh, parce que bah, je suis prof de pilates de base, et puis du coup, je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Et ça a été une ressource, vraiment, ce fertilité yoga. Voilà, ça a été vraiment une reconnexion au corps, et c'est impressionnant les bienfaits et les Mmh. pouvoirs que ça a sur ton corps Oui, de c'est vrai. travailler vraiment bah, sur tout ton aspect, enfin tout ton système nerveux, Mmh. d'éviter de faire monter le cortisol. Enfin vraiment, moi en tout cas, j'en ai vu les résultats par rapport aux Oui, prises de sang parce que je comprends ce qu'il en est sur ces prises de sang ouais, quand je les fais. Puis je me dis, waouh, la dernière fois c'était comme ça, mes réserves ovariennes, j'y ai gagné quoi. ouais. J'y ai vraiment gagné. Mmh. Et puis c'est vrai que la suite de ma dernière FIV, bah, mon corps était complètement réfractaire à tout. Ça a vraiment chuté et j'arrivais pas à reprendre. Ça a été, j'avais plus l'énergie vitale d'ailleurs. C'était vraiment, mais vraiment flagrant. Et c'est vrai que je me suis dit, je vais continuer, je vais persévérer parce que je sais que ça me fait du bien. Ma foi, mon corps est en colère en ce moment, peut-être Mmh. parce que je l'ai pas entendu. Et Ouais. là, c'est ok, on s'est compris. Mmh. Comme tu dis, rétablir le dialogue. Et voilà, donc aujourd'hui, j'accompagne aussi les femmes dans cette démarche bah, en Suisse et je suis très contente d'avoir de nouvelles collaborations avec aussi Margot de Deux Barros qui va ouvrir la Maison de la Mmh. Femme à Genève. Super. Ouais, donc du coup, je vais pouvoir proposer aussi le yoga Là-bas? à Genève. Ah, c'est Ouais, génial, super. ouais. Mmh. Donc je me réjouis voilà, d'être au plus proche de ces femmes Mmh. dans ce parcours et puis continuer parce que bah, la grossesse, voilà, c'est des moments sacrés. Oui, La grossesse et le postpartum. Donc voilà, je me réjouis vraiment de cette aventure. Enfin, je l'ai déjà entamée. et ça te permet d'être de plus en plus aligné avec toi, quoi. Mais complètement. Et en plus, tu vois, c'est assez paradoxal parce que j'ai pas de problème en fait d'être en contact avec des femmes enceintes. Pour moi, ce qui est toujours un peu difficile, c'est toujours l'annonce de la grossesse. C'est Ouais. juste le moment où je suis enceinte. Mais après, pour moi, c'est ok d'être avec ces femmes. C'est vraiment ouais, d'apporter toute cette bienveillance, enfin Mmh. cet accompagnement et de me dire, bah voilà, chaque femme, chaque histoire, chaque grossesse est différente, chaque parcours, tout ce qui s'est passé en amont, et puis cette connexion avec le bébé. Je Ouais, trouve que c'est tout ce que je fais en postpartum, c'est maman-bébé en fait. Le bébé est ouais. vraiment intégré dans le mouvement et il y a toute cette continuité, cette connexion. Et aussi grâce aussi à ma profession sur le terrain en tant qu'éducatrice, parce que je Ouais. travaille à 60% sur le terrain, et en plus de ça, je suis à 300% en fait. Je donne mes cours, 3 heures de cours par jour. Ah oui, donc c'est assez intense, quoi. C'est très intense. Hem et du coup, tu donnes des cours en présentiel ou tu donnes des cours aussi à distance, en fait? Pour l'instant, je donne qu'en présentiel. Ici, en Suisse, pour l'instant, on peut encore le donner en présentiel avec des mesures Ouais, sanitaires. Et je donne les cours à Nyon et à Genève. Et à Genève, ça sera à partir du 2 novembre à la Maison de la Femme, super. chez Margot, qui est Ouais, c'est chouette, un la super fondatrice. projet, ouais. 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 Dac. Qu'est-ce que tu retiens, du coup, de ce parcours, en fait, de
de toutes ces années d'attente, d'épreuves En fait, j'ai vraiment été mise dans mes retranchements à plusieurs niveaux. Je me suis beaucoup posé la question, quel est le lien que j'ai avec la médecine et puis cette telle résistance en fait par rapport à ce corps médical et tout ce qui est mis en place qui est vraiment pour moi qui me corresponde pas en fait. Il faut vraiment que je l'accepte, hein, que c'est pas que cette démarche-là, elle me correspond pas et puis que mon corps est très clair là-dessus aussi. Donc, ça me renvoie sur le fait qu'il faut s'écouter, se respecter et puis de se dire que tout est possible, mais il y a d'autres solutions en fait. Moi, je reste sur le côté tout est possible tant qu'il y a la vie finalement, tant qu'il y a des évolutions positives, je me dis que tout est possible. C'est comme dans mes cours de danse, quand on travaille la souplesse, j'ai des élèves qui arrivent et qui n'ont pas du tout de grand écart. Je leur dis, mais tout est possible. Ton grand écart, tu l'auras en fait. Il suffit de travailler. Et je pense que là, dans mon parcours et dans ma situation, avec mon bagage, eh ben, voilà, j'ai une expérience dans ce monde. Enfin, ça m'amène à ce conflit en fait avec le monde médical auquel j'adhère pas, mais je le dis clairement, j'adhère pas, et puis que à quelque part il faut que j'y vois quelque chose de positif en se disant que je peux faire différemment avec ce corps médical, puis peut-être de le visualiser différemment. Bah, je mets pas de piédestal face à un médecin. Voilà, pour moi, c'est une personne comme moi. Elle a juste fait des études. Je pense qu'on est tous capables d'être médecin. C'est pas une personne extraordinaire pour moi, hein. C'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui vont pas trop m'aimer, mais c'est pas grave, hein. Mais voilà, c'est un humain en fait. Derrière cette blouse blanche, c'est un humain. Et moi, je le remets sur une personne qui est le technicien de la PMA. Il est ma trompe en fait. Des moments donnés, je me suis dit, mais visualise-le comme ta trompe, c'est ce qui te manque. Lui, il est le technicien de ta trompe. En fait. Il va jouer ce rôle-là et t'as d'autres ressources pour mettre quelque chose de plus doux dans ce parcours-là. Finalement, c'est quand même une chance. On a de la chance aujourd'hui de pouvoir donner la vie différemment, mais comme tu le dis, il n'y a pas de garantie. Et je pense que la conception ne se maîtrise pas, quelle qu'elle soit. Parce que on peut être la femme parfaite avec les ovocytes les plus magnifiques, l'utérus le plus magnifique, et puis avoir un embryon jour 5 excellent. Puis des fois, ça prend pas, ou même ça arrive souvent. Et puis, il y en a d'autres, ben, on miserait pas dessus, et puis finalement, la grossesse, elle prend. Donc, je crois qu'il n'y a pas de règle. Personne ne contrôle ce processus-là. Et c'est ce qui me permet de lâcher prise finalement, de me dire, ben, peut-être de retrouver peut-être cette foi en la vie, et c'est possible, hein, qui sait. Mais en tout cas, de retrouver les ressources nécessaires. Et chez moi, elles sont au travers du mouvement, au travers de cette connexion au corps. C'est vraiment ma clé en fait, d'être à l'écoute de son corps, parce que je pense qu'il parle vraiment. Il traduit tout. Il suffit de l'écouter puis d'accepter aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est d'accepter d'entendre ce qu'il a à dire, oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je pense que la PMA m'a fait grandir sur beaucoup de choses. C'est aussi une force. Tout ce parcours-là, c'est vaincre des peurs. Mais c'est aussi une force. Malgré tout, j'aimerais pas faire différemment finalement, parce que ça m'amène à tellement de choses là aujourd'hui. Des rencontres, des projets, de pouvoir accompagner d'autres femmes, ce soutien-là, en fait, finalement, moi, j'aime accompagner les femmes parce que j'aurais aimé qu'à ce moment-là, on m'accompagne aussi à travers le mouvement, parce que bah, c'est bien joli d'avoir des psys, mais moi, ça m'a pas trop aidé. Honnêtement, c'est pas là où j'ai eu les clés. C'était vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Oui. Et c'est vraiment, moi, ça m'amène encore plus à être à l'écoute de moi-même, en fait, et de me respecter et voilà, de se dire, ben, il n'y a pas de logique en fait. C'est très protocolé la PMA. Il se base sur des littératures. Tu rentres dans une statistique, mais finalement chaque personne est différente. On peut faire partir d'une statistique, mais on n'est pas la statistique, quoi. Et c'est ça que je reproche aussi, c'est ce manque d'individualité.
chaque couple est différent, chaque histoire est différente, mais chaque grossesse est différente aussi et chaque bébé, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce qui manque aussi à la PMA. Il y a, voilà, le côté médical, mais moi, aujourd'hui, c'est l'outil, mais c'est Ouais. pas eux la clé de ma réussite, en fait. Ça sera tout ce que j'aurais mis en place, en fait. Reprendre le pouvoir aussi et redevenir actrice aussi de ce projet bébé et reprendre le pouvoir, ouais. Mais complètement parce que, ben, mon corps ne m'appartenait plus, quoi. Clairement, il ne Ouais. m'appartenait plus à différents niveaux. Donc, il y a tellement de choses à gérer, émotionnelles, physiques, ta vie d'à côté, les remises en question. Enfin, ouais, c'est fort. Quand on se lance là-dedans, on entend toujours le discours des autres, et puis on se dit, ben, ouais, il faut le vivre pour le comprendre, comme toute chose d'ailleurs. Oui, de toute façon, oui, oui, mais c'est vraiment transformateur, ça, c'est sûr. Ouais, c'est transformateur et c'est là où je vois que c'est positif en fait. Oui. Mmh. Après, bah voilà, comme tu dis, la réussite, enfin, on n'a pas de garantie sur une grossesse finalement et Non, on n'a absolument pas la main dessus et c'est surtout ça c'est dur. qui est peut-être le plus difficile à accepter, mais c'est la clé, je pense, d'accepter qu'on n'a pas le contrôle, en fait, sur le résultat. Ouais, on Mmh. n'a pas du tout le contrôle, même si tout est parfait. Oui, parce qu'en plus, comme on dit, la perfection n'existe pas et comme tu dis, c'est trouver sa perfection à soi et Ouais, ça peut prendre du temps et voilà, il y a des prises de conscience à avoir avant et puis voilà, trouver, les clés, ses propres clés, en fait et c'est pas ouais, toujours facile, en fait, parce que comme tu as dit aussi, c'est que toutes les réponses sont en nous et faut comprendre ça, qu'on est responsable aussi de ça et que ça demande beaucoup d'investissement aussi envers soi-même, quoi. Mmh. très clairement oui. Et puis Mmh. de se connaître en fait. Ouais, c'est ça. D'accepter aussi parce que c'est vrai que quand on rentre en PMA, on a cette espèce de enfin, je parle pour moi, mais je pense qu'on est quand même assez nombreuses comme ça, mais à penser comme ça, mais on a l'impression effectivement que, bah, on va avoir une solution parce que, bah, ils en connaissent plus que nous et que, bah, on entend quand même, bon, bah, la PMA, ça veut dire qu'il y a quand même un bébé à la clé derrière et du coup, on Ouais, se laisse complètement porter et ouais, c'est vrai, comme tu dis, bon, pour celles qui n'étaient pas connectées à leur corps, bon, bah, elles continuent sur ce chemin-là. Mais pour celles qui étaient connectées, c'est aussi un risque de se perdre parce que tu te laisses porter, parce que tu fais confiance et c'est important de toute façon de faire confiance. Mais je trouve qu'on perd un petit peu, notre responsabilité, en fait, dans ce parcours-là et le bébé, c'est nous, en fait, qui allons le porter et qui voilà, donc il faut savoir, en fait, dans quoi on se lance et garder un peu la mainmise, en fait, sur ce parcours, quoi. ouais, d'être acteur. C'est ça. Je pense que c'est la clé aussi. Et puis, bah voilà. Après, faut pas faire culpabiliser les femmes, mais c'est toutes les femmes. Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas forcément en lien avec son corps que, Non, voilà. Enfin, je veux dire, comme tu dis, chaque femme a ses ressources, ouais, ses propres c'est clés. ça. On a toutes des parcours de vie différents. Je pense qu'il y a des choses à apprendre plutôt qu'à comprendre, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai, On c'est cherche vrai. toujours à comprendre et Ouais. finalement, on perd du temps sur la compréhension, mais je pense qu'il faut apprendre avant tout et c'est ce qui te permet d'avancer. Oui, c'est vrai parce que comme tu dis, en fait, je pense que comprendre implique encore une fois le contrôle Ouais, et c'est un peu un peu le problème qu'on a toutes, je pense, ce besoin de contrôle et c'est vrai, tu as raison, c'est très juste, c'est plutôt apprendre, en fait. Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Quel est le message, en fait, derrière tout ça? Quel est le message de notre corps? Pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement? Et comment il le vit aussi, comme tu disais, quoi. Vraiment être à l'écoute et même si c'est une réponse qui nous convient pas, ouais. parce que, bah, des fois ça nous arrange pas, mais être à l'écoute. Et est-ce que tu aurais des conseils, en fait, pour les femmes qui nous écoutent et qui vivent mal, en fait, ces parcours, qui vivent mal l'attente, hem, les difficultés, les épreuves, les échecs, même si j'aime pas ce mot-là? Ben, moi, je pense que, enfin, déjà, quand tu vis ces échecs, que c'est douloureux, moi, je me dis toujours, la journée où je vais vraiment mal, je me dis, mais Lionel, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Déjà, juste commencer par qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, ça peut être n'importe quoi. Moi, ça serait de boire un chai, Mmh, ça me ferait plaisir. Des choses vraiment, mais basiques, en fait, ouais, qui se nourrir déjà de ça et commencer par ça. Après, c'est vrai que de se dire, mais voilà, au-delà du plaisir, qu'est-ce qui me ferait du bien?
Et puis, moi, c'est pour ça que j'ai découvert du coup le yoga de la fertilité parce que, bah voilà, j'étais dans le mouvement, dans la danse. Ça a été mon allié de vie finalement. Et c'est aussi un allié de création. Et je me suis dit, par le mouvement, c'est quelque chose qui me correspond. Donc, peut-être rechercher en soi qu'est-ce qui nous amène dans la création. Parce que finalement, je suis sur un chemin de création de vie. Au-delà de ça, qu'est-ce que je peux créer? Je partirais sur cette piste-là, en fait. Je pense que, enfin, moi, ça me nourrit de pouvoir créer à côté de la PMA. Se reconnecter à sa puissance créatrice, ouais. Exactement. Je pense que c'est très important, ouais. Ouais. Et pour finir, comment tu envisages l'avenir, en fait? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? C'est une question pas simple, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait me souhaiter? De continuer à croire en la direction que j'ai choisie aujourd'hui et de faire confiance au projet de la PMA, mais comme je l'ai envisagé, d'en voir la réussite parce que intimement j'en suis convaincue. Bah, je te souhaite en tout cas, oui, d'être heureuse, d'être alignée en fait, de rester alignée avec toi, avec tes convictions, de rester connectée à ton corps et à tes ressentis et à tes besoins profonds. Je pense que c'est le plus important, c'est ce qui te permettra d'être le plus heureuse, en tout cas le plus épanouie. Merci. Bah écoute, je te souhaite plein de belles choses et puis voilà, on reste en contact parce que vraiment ton projet m'intéresse et je trouve ça hyper courageux et je te souhaite vraiment, vraiment d'avoir, alors qu'il réussisse évidemment, mais au-delà de ça, peut-être de déclencher quelque chose aussi, une prise de conscience et en tout cas de participer à cette prise de conscience que les médecines holistiques peuvent vraiment apporter beaucoup. Et voilà, beaucoup appellent ça les médecines parallèles. Moi, j'aime pas forcément ce mot-là, c'est des médecines complémentaires pour moi et ça devrait vraiment être un complément, surtout dans ces parcours-là, parce que ça pourrait éviter tellement, tellement de parcours difficiles, en fait. Il y a tellement de choses à mettre en place avant un parcours PMA, avant de se lancer là-dedans, et pour le soutenir. Et voilà, je suis certaine, je suis convaincue pour, de toute façon, le pratiquer, que ça optimise les résultats, ou en tout cas, ça permet de le vivre au mieux et d'accompagner le corps, parce que, comme tu dis, c'est des parcours qui sont très lourds, physiquement et psychologiquement, et il manque en fait vraiment cet accompagnement qui est indispensable. Donc c'est chouette que tu y contribues à ton échelle. Merci. Merci mon ami. Ouais, je t'en prie. Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity le podcast sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard: « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous.